Bonjour, eh bien je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Christophe Voiché de Corbie, qui se trouve être un parent du général de Gaulle. Christophe Voiché de Corbie, bienvenue à la Fondation Charles de Gaulle. Est-ce que vous connaissiez cet endroit? Alors non, j'ai eu la chance de visiter le bureau du général de Gaulle. Oui. Voilà, tout récemment, grâce à une personne ici. Je dois dire que c'est quand même très émouvant. Je sais que mon père est venu souvent, Oui. puisqu'il était proche de Pierre Lefranc. Ils se connaissaient très bien, ils s'écrivaient. Et voilà, ça me fait très plaisir de venir pour la première fois dans cette belle maison. C'est un lieu chargé évidemment d'émotions et d'histoire. Absolument. Alors, je vous propose de commencer par un peu de généalogie. Vous êtes parent du général de Gaulle. Votre grand-père, Jean de Corbie, était le cousin germain du général. Absolument, cousin germain proche, puisqu'ils avaient le même âge. Oui. Ils sont nés exactement la même année. Oui. Par contre, mon grand-père a malheureusement eu la malchance de décéder avant le général, puisqu'il est décédé en 1958, alors que le général est décédé en 1970, donc il a eu une plus longue vie. Alors, là, le lien de parenté est très simple, en fait. Donc, mon arrière-grand-mère, par la famille Maillot, par Noémie Maillot, mon arrière-grand-mère, était tout simplement la sœur de Jeanne Maillot, qui était la maman du général de Gaulle. C'est ça. Voilà. Donc ils étaient cousins germains par leur mère. Ils étaient cousins germains, et en plus, bon, comme c'est souvent le cas avec des cousins proches, parce qu'ils avaient le même âge, qu'ils partageaient, je dirais, des valeurs, voilà, un certain nombre de valeurs. Ils se retrouvaient souvent pour les vacances. Et ils passaient du temps chez leur grand-mère, qui s'appelait Julia Delannoy, son nom de jeune fille. C'est ça. Épouse de Jules Maillot, je crois. Oui, alors il faudrait reprendre la généalogie. Là, j'avoue que quand on remonte un petit peu, j'ai un peu plus de mal. Mais... Et c'est chez elle qu'ils venaient passer des vacances et qu'ils se retrouvaient avec les cousins Maillot, voilà. Les cousins de Corbie et les cousins de Gaulle. C'est ça, exactement. Et ils passaient des vacances ensemble. C'est ça. Je sais qu'ils louaient une villa qui existe toujours. À Wimereux, donc sur la côte d'Opale, à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est la villa Saint-Patrick qui est bien connue, qui aujourd'hui appartient à une personne privée. Et donc le général de Gaulle venait passer des vacances l'été avec ses parents et la famille Corbie, donc mes grands-parents. Et donc le cousin Jean de Corbie, mon grand-père, se retrouvaient ensemble. D'accord. Et ce sont des relations qui ont duré toute leur vie. Alors je sais pas si elles ont duré toute leur vie. Je pense qu'il y a eu des périodes où je pense que c'était plutôt quand ils étaient plutôt jeunes. Oui. Je sais pas exactement jusqu'à quel âge. Après, le général de Gaulle, on connaît le destin qu'il a eu. Bien sûr. Il a été vite occupé par déjà ses fonctions militaires, et je pense qu'à un moment, alors mon grand-père était aussi militaire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il était capitaine dans la cavalerie. C'est vrai qu'à ce titre-là, mon grand-père a fait la guerre 14. Voilà, comme le général de Gaulle, ils étaient donc très impliqués, que ce soit la famille Corbie ou de Gaulle. Certains sont morts pour la France. Oui. Et votre arrière-grand-père était le parrain du général, Gustave de Corbie? Alors oui, tout à fait. L'époux donc de Noémie Maillot. L'époux. Alors voilà, Gustave de Corbie a habité une petite commune qui s'appelle Huismes. Huismes, c'était le berceau de la famille Corbie. C'est une maison familiale qui existe depuis longtemps, à peu près 1740, on va dire 18e siècle pour faire simple, qui a connu Louis XV, Louis XVI après, et qui a appartenu à la famille Corbie depuis l'origine. Par contre, on ne sait pas exactement dans quel but elle a été construite, parce qu'il y a certains Corbie qui y ont habité, d'autres qui sont venus en villégiature. Enfin voilà, c'était déjà à l'époque un genre de résidence secondaire, un petit relais de chasse ou quelque chose comme ça, on l'imagine. Et donc Noémie et Gustave, oui, ont habité Huismes. Alors je ne sais pas s'ils y passaient toute l'année, parce qu'il était aussi lui à Lille, il était basé à Lille. Et donc en 1947, comme mon arrière-grand-père est décédé, Gustave, le général de Gaulle justement est venu à Huismes pour assister à ses funérailles. À titre privé pour l'enterrement de son oncle. Voilà. Et ensuite, alors, il y a aussi un autre cousin qui s'appelait Louis Vatrigan, qui était, je crois, l'époux d'une nièce ou d'une cousine, pardon, du général qui s'appelait Elisabeth Maillot, et qui lui a envoyé une généalogie de la famille Maillot, très détaillée. Et le général de Gaulle a répondu à ce Louis Vatrigan, et c'est une des toutes dernières lettres
qu'il a écrites le jour de sa mort. D'accord. Bah là, vous me l'apprenez. Il y a je crois qu'il a écrit 4 lettres, et l'une est à ce Louis Vatrigan. Et pour le remercier de cet envoi, de cette généalogie, pour lui dire combien ça allait l'intéresser. Et il se félicite dans cette lettre, qui est très émouvante, d'avoir retrouvé chez tous les membres de cette famille un attachement aux valeurs, enfin, les mêmes valeurs morales, un attachement et une fidélité à la religion catholique, oui, et à la patrie. Absolument. Ça ne va pas être facile d'être de la famille du général, quand même. Non, je pense pas que ce soit difficile, parce que le général de Gaulle était lui-même quelqu'un, comme mon grand-père d'ailleurs, de simple, en fait. Oui. Et même si le général de Gaulle pouvait impressionner par sa stature et après ce qu'il est devenu, il est resté toujours quelqu'un d'assez simple. Et je pense qu'en famille, avec tante Yvonne, avec son épouse, il vivait une vie, je dirais, normale, hein, comme tous les Français, sans excès. Donc non, je pense pas que ce soit difficile. Après, ça crée des obligations tout de même. Oui, alors c'est vrai que la relation à l'appartenance à l'Église catholique était prégnante à cette époque-là, était forte, parce que c'est vrai que au début du 19e siècle, les patrons, certains grands patrons, notamment dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, étaient des patrons très socio-chrétiens. Oui. Hein, et c'est quand même resté encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on a encore il y a encore cette tradition qui est restée dans le Nord et qui est encore très très présente. Il y a encore des patrons très paternalistes qui ont il y en a plus beaucoup malheureusement, parce que beaucoup de sociétés ont été rachetées, font partie de groupes. L'américanisation, la mondialisation. Oui, voilà, on fait que tout ça s'est un peu transformé, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques belles industries qui ont encore cet esprit. Voilà. Je pense à certaines grosses usines, sans les nommer, où on sent encore cet attachement. Oui, cette volonté quand même de faire du social. Alors c'est vrai que moi, je me souviens bien de mes grands. Alors je ne me souviens malheureusement pas de mon grand-père Jean de Corbie, oui, et de son épouse Geneviève Dubois, parce que ils sont malheureusement décédés au moment où je suis né. Vous êtes né en 1957. Je suis né en 57, voilà, et ils sont décédés en 58. Mais quand on a un an, malheureusement on se rappelle plus. On se rappelle jusqu'à 3-4 ans, mais voilà. Par contre, je me rappelle bien des sœurs de Geneviève, des sœurs de ma grand-mère. Et oui, c'était des femmes très marquées, fin 19e, début 20e, oui, donc des femmes très dignes. On sentait qu'ils vivaient quand même avec une certaine moralité. Enfin voilà, il y avait dans ces familles-là, il y avait des principes. Et moi, je me souviens déjà dans mon enfance, quand on était invité par ses tantes, les enfants, on était à table, moi encore petit, pourtant je n'ai que 65 ans, on n'avait pas le droit de parler à table, on devait bien se tenir. C'était assez impressionnant. Bon, les temps ont changé maintenant. Oui, mais au moins, moi, ça m'amuse d'avoir connu ça dans ma vie quand même. Vous n'avez pas rencontré le général? Alors, j'ai pas rencontré le général, malheureusement. Alors, ça aurait pu se faire, parce que mes parents ont été invités plusieurs fois à l'Élysée, oui, quand le général était président de la République. Mes parents, à l'époque, y allaient seuls pour des raisons de simplicité. Et par contre, j'ai connu Yvonne de Gaulle, tante Yvonne, oui, mais au moment des funérailles du général de Gaulle, oui, en 1970, où là, évidemment, nous avons assisté aux funérailles. Et donc, vous étiez à Colombey? J'étais à Colombey, hein, donc en 70, j'avais 12 ans, 13 ans, voilà. 13 ans, et je m'en souviens encore très bien. C'était impressionnant quand j'ai franchi la grille de la boisserie, oui, que j'ai pris cette allée, je m'en souviens encore, et nous attendait sur le perron de la porte tante Yvonne, qui était très digne. Elle venait de perdre son mari, et elle nous a accueillis très simplement. Bon, l'échange n'a pas duré très longtemps. Évidemment. Elle allait sortir pour suivre le cortège funéraire. Mais voilà, elle a quand même pris le temps de nous accueillir, d'embrasser ma maman. Ce que j'ai pas dit, c'est que ma maman a été la filleule du général de Gaulle. Oui. Voilà. Alors je pense qu'il en a eu d'autres. Hein, elle n'était pas la seule, mais enfin voilà, ma maman était. Et je sais que le général de Gaulle avait
une grande affection pour ma maman. Et il lui a d'ailleurs dédié une photo dont j'ai fait don à la maison natale, où le général de Gaulle, sur la photo, a écrit de sa main un petit mot à ma maman. Voilà, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi de la garder, cette photo, parce que de toute façon, elle a beaucoup plus sa place dans la maison natale ou dans un musée dédié au général de Gaulle. Donc on en a fait des copies, voilà. Et je sais j'en retrouverai peut-être, parce que j'ai encore quelques documents à trouver, à retrouver, mais en tout cas, je sais que le général de Gaulle a eu des correspondances avec ma maman. Cette lettre est dans le bon endroit. Bah, elle est dans le bon endroit, ça j'en suis convaincu. Alors justement, le général de Gaulle est né à Lille. Absolument. Et il est né dans la maison de sa grand-mère, Julia Maillot, née de Lannoy, c'est ça. où sa fille Jeanne de Gaulle était venue pour accoucher. Exactement. Parce qu'à l'époque, on n'accouchait pas dans les hôpitaux. Non, alors il y avait trop de risques. C'est ça. C'est vrai que on accouchait à domicile. C'est ça. Ça contraire une pratique oui, voilà, pour des questions. C'était une pratique courante. Alors cette maison, évidemment. 9 rue Princesse. 9 rue Princesse. Voilà, cette maison a appartenu aussi à la famille, à mes grands-parents, à la famille Corby, donc ils l'ont habitée. Et ce qui a été très émouvant pour moi, c'est que ma maman est décédée donc l'année dernière, en avril 2021. Et quelques années avant, quand elle était encore relativement en forme, je suis allé avec elle, mais assez tardivement finalement. J'ai habité Lille dans les années 81, donc ça fait quand même 91, pardon. Donc ça fait quand même c'est relativement récent finalement, et c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de visiter cette maison dont ma maman me parlait souvent, la maison de ma naissance. Et c'est vrai qu'en y retournant, ça a été pour moi un grand choc émotionnel, parce que on est rentré et là elle m'a dit, tu vois, là on jouait au ballon avec mes sœurs. Donc la maison est divisée en 2 parties, hein. C'est une maison qui se prêtait bien pour 2 familles. Donc il y avait la partie qui avait été habitée par les parents du général de Gaulle, et puis l'autre partie était habitée par la famille Corby. Oui. Hein. Alors il y a eu aussi les familles Jaspard, qui étaient des parents également. La sœur de mon grand-père, Jean, c'était Marguerite Jaspard, qui avait épousé un Jaspard. Il y a des Jaspard qui ont habité là aussi. Oui. Voilà. Donc c'est une maison qui a connu qui a été très vivante pour les jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont joué dans cette maison. Et notamment le général. Notamment le général, voilà. Qui venait jouer avec ses cousins Maillot et ses cousins Corby. Tout à fait. D'où les photos qu'on peut voir à la maison natale, où on voit une ribambelle d'enfants jouant. Enfin, voilà, c'est assez. Et le général, il y en a une où on voit le général avec un grand nœud papillon, où il a l'air très, très sérieux déjà. Oui, c'est vrai. Alors, mon grand-père était un peu comme ça. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'ils se ressemblent quand même. C'est un peu le même genre de personne. Enfin, bon, je crois que le général était plus grand quand même, mais je crois savoir que mon grand-père était quand même assez grand pour son époque. Et voilà. Après, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, et ça c'est très touchant aussi pour moi, c'est que à la maison natale, sa directrice, Marie Lefebvre, qui a une grande affection pour la famille avec son collaborateur Thomas, a vraiment m'a vraiment beaucoup apporté, parce qu'ils ont une connaissance historique, ils ont fait des recherches, et donc, si vous voulez, voilà, je rattrape un peu le temps perdu. Oui. Hein, que mes parents, comment dire, alors c'est peut-être parce humblement on s'y intéressait pas, nous enfants, voilà, les 4 enfants mais c'est vrai que maintenant, après la disparition de mes parents, j'ai un besoin de retrouver un peu ces racines, et c'est vrai que je rattrape un peu le temps perdu, voilà, grâce à des gens comme vous, grâce à des gens de la fondation qui, petit à petit, recollent un peu les morceaux du puzzle pour comprendre un petit peu tout ce qu'a été la vie de mon grand-père et du général. Bien sûr, parce que cette maison, donc après avoir appartenu à la famille, notamment au Corby, elle a été mise en vente. Oui. Et elle est sortie de la famille. Elle est sortie de la famille. Et elle a été rachetée en 83, je crois. Alors, je sais plus les dates exactes, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais elle a été rachetée, me semble-t-il, par une famille belge, je crois, qui l'a gardée un certain temps, donc, ou un temps certain, enfin, je ne sais pas exactement, quand même pas mal d'années. Et finalement, je crois qu'à l'époque, la ville de Lille, avec la fondation, donc ils ont réussi à la racheter, cette famille, et donc d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui, donc
maison natale, c'est un musée du souvenir. Bien sûr, maison de la mémoire. Voilà, de la mémoire. Et donc aujourd'hui, elle appartient à la Fondation Charles de Gaulle. C'est ça. Et elle est gérée administrativement par le conseil départemental du Nord. Absolument. Et elle a fait l'objet d'une grande rénovation. Alors, il y a eu plusieurs phases de rénovation. La dernière en date, qui est toute récente, hein, puisque ça date de fin 2022. Il y a eu ça date de fin 2022. Il y a eu un peu de retard à cause du Covid. Oui. C'est vrai que ça a un peu perturbé les choses, mais enfin, globalement, oui, là, il y a eu vraiment une volonté de avec l'architecte des bâtiments de France, avec des archéologues, avec un certain nombre de spécialistes, on a vraiment été chercher en profondeur un peu les souvenirs au niveau des tapisseries, au niveau des sols. Voilà, la maison a été, je dirais entre guillemets, désossée en quelque sorte pour essayer de comprendre un petit peu. Voilà, et du coup, on a retrouvé des papiers peints après des analyses d'origine. Qui ont été, alors donc refait, qui n'existait plus évidemment, refait à l'identique. Et j'avoue que là c'est vraiment bluffant parce que quand vous allez dans ce musée, on ressent l'âme des familles qui ont vécu là, et en même temps avec une qualité de restauration. Voilà, ça fait pas les vieux musées d'autrefois, un peu poussiéreux, hein, où voilà, là la lumière est belle, enfin voilà, ça a été très mis en valeur. Ils ont refait la verrière aussi, cette fameuse verrière. Une grande réussite. C'est voilà, une très grande réussite. Après, peut-être qu'il y a des choses qui ont été légèrement réinterprétées, j'en sais rien. C'est toujours difficile de remettre exactement dans la fidélité. La vie avance, hein, oui, normal. Mais je pense que la restauration est restée, extrêmement fidèle à ce qu'était la maison autrefois. C'était une maison bourgeoise du 19e siècle. Alors oui, c'était une maison bourgeoise. Oui, absolument. Le Vieux-Lille. Alors le Vieux-Lille a connu un peu des phases, mais disons que le Vieux-Lille aujourd'hui, c'est devenu un quartier plutôt chicos, bien sûr, un peu bobo comme on dit, commerçant, assez élégant. Faut pas oublier que ça a été le quartier des abattoirs quand même de Lille, donc c'était un quartier un peu sordide, un peu triste. Hein. Oui. Et paradoxalement, il y avait quand même ce qui est très typique du Nord, c'est que dans le Nord, il y a souvent 3 catégories de maisons. Il y a la maison ouvrière, il y a la maison des contremaîtres, qui était un peu celle et puis il y avait des très très belles maisons opulentes, qui étaient plutôt celles dédiées aux dirigeants à l'époque. Voilà, ces fameux dirigeants dont ces entreprises dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, toutes ces grandes entreprises qui étaient dirigées, voilà. Et donc c'est vrai que il y avait un peu des castes, hein, c'était très marqué à cette époque-là. Et donc la maison natale faisait partie de ces. Voilà, Jules Maillot, c'était un chef d'entreprise qui avait bien réussi, qui avait des moyens, mais voilà, je dirais, il faisait partie de la classe moyenne plus, peut-être, comme on dirait aujourd'hui. Et il est mort quand le général de Gaulle avait 1 an, je crois. Il me semble bien. Donc, le général ne l'a pas connu, mais il paraît que c'était une forte personnalité et que tous les petits-enfants ont vécu quand même dans... Vous parlez de Jules Maillot, alors, ou le grand-père. De Émile Jules, alors. C'est, je crois, hein, dans la généalogie. C'est assez compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais en fait, si vous voulez, il y a eu Jules Émile, voilà. C'était le père, donc, de Noémie, etc. C'est de lui que je parle. Voilà, c'est de lui. Après, il a eu un fils qui s'appelait Jules Maillot, donc il portait le même prénom, enfin, la moitié, on va dire. Et Jules Maillot est bien connu aussi parce qu'il a été maire de Lambersart. De Lambersart, oui. Voilà. Le général de Gaulle était en contact avec lui à ce titre-là. Tout à fait. Oui. Donc alors, Maillot était maire de Lambersart et avait à ce titre-là des liens avec le général aussi. Alors, il s'écrivait. Là, on va rentrer évidemment dans une partie que je connais moins bien, sur laquelle j'ai pas d'informations particulières. Évidemment, c'est vrai que dans ce cas précis, il faudrait évidemment avoir un témoignage de ceux qui ont refait un peu de l'histoire. Je ne connais pas bien les relations qui existaient entre Jules Maillot, le général de Gaulle. Et la grand-mère du général, donc Julia, née de Lannoy, sa mère était irlandaise. Elle était née McCartan. C'est ça. Et quand le général de Gaulle a démissionné, il a fait ce voyage dont on se souvient en Irlande, qui était assez... cette espèce de retraite, entre guillemets. Pour se mettre à l'écart de la campagne présidentielle. Tout à fait. Et où on se souvient de ces photos magnifiques où il
Oui, dans la lande. Dans la lande avec Yvonne et Absolument. de Caen. Et c'est des photos qui sont restées dans l'histoire. Et à la fin de ce voyage, il a réuni des parents McCartan aussi. Ils se sont vus... Oui, il y a ce fameux lien de parenté de la noix McCartan, donc une origine irlandaise. Et donc, on arrive à remonter assez loin, donc dans ce fameux bouquin là qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a été coécrit, sur lequel j'ai participé aussi modestement un petit peu. On retrouve ici dans la généalogie ce rapport irlandais du général de Gaulle avec des Fleming et des McCartan. Voilà. Et donc ce voyage en Irlande, il y avait aussi cette donnée. Bon, je pense que le général de Gaulle n'était pas sans connaître évidemment sa généalogie proche. Il la connaissait très bien. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de le montrer à la caméra tout à l'heure, mais Frances Anne Fleming et Andronic McCartan, j'ai comment dirais-je, ce tableau de ces deux personnages était dans le salon de mes parents. Ah oui. Et donc je l'ai cédé à la maison natale. Oui. Voilà, pour l'authentifier aussi en quelque sorte. Oui. Donc il est en dépôt pour l'instant et on se réserve le droit de voir ce qu'on va en faire. Et à ce titre, nous avions dans la fameuse propriété de Huyn dont on parlait tout à l'heure, nous avions deux tableaux. Qui sont des tableaux qui sont pas très très anciens, je pense qu'ils doivent dater du 19e, peut-être fin 18e, 19e, que j'ai toujours connu étant enfant et qui représentent donc des ancêtres irlandais, deux femmes. Alors c'est pareil, il y a une étude aussi qui est en cours pour ça, pour authentifier exactement qui c'est. Mais voilà, ces tableaux, après la vente de notre maison, n'avaient plus vraiment de réalité pour être mis chez nous ou chez d'autres de mes frères et sœurs. Et du coup, nous en avons fait don à la maison natale. Et ils viendront, j'espère avantageusement, remplacer les copies qui étaient à la maison natale. Petite copie, et maintenant on va retrouver avec les originaux. Voilà. Oui, donc ça c'est sympa. Et moi ça me fait extrêmement plaisir donc ça va encore bonifier un peu la qualité du travail de la restauration. Et à la maison natale, il y a beaucoup de documents, de lettres. Vous parlez de cette lettre. Je crois que d'abord, moi je ne suis pas le seul, je représente la branche Corby. La branche de Gaulle est évidemment très présente, puisque les frères du général de Gaulle ont eu une descendance, et qu'aujourd'hui la descendance assez de Gaulle nombreuse d'ailleurs. Elle est assez nombreuse, j'en connais quelques-uns, mais peu. Possède certainement des choses, et je pense qu'avec au cours du temps, peut-être, je pense que certaines familles veulent garder les souvenirs qu'ils ont, ce qu'on peut comprendre, et je pense que d'autres familles, peut-être à terme, remettront quelques objets. Ce qui a été notre cas, parce que nous avons estimé que ça n'avait pas vraiment de sens de les garder. Je pense que pour pérenniser le souvenir de ces précieuses archives, le mieux c'est de les remettre dans un musée pour qu'elles continuent leur vie et qu'elles puissent profiter pleinement au public. Voilà, si ça doit rester dans un tiroir. Alors moi, moi personnellement, il me reste des petites choses que j'ai récupérées de mes parents, notamment quand mon frère Jean-Marc est né en 1947, mon frère aîné qui est décédé malheureusement. Le général de Gaulle avait écrit de sa main avec tante Yvonne un petit mot pour féliciter ma maman de la naissance de Jean-Marc. Voilà, c'est des petites choses. Ça n'a pas une valeur monétaire évidemment, mais ça a une valeur affective qui est bien. Je pense que des petites pièces comme ça, un jour, à moins que mes enfants le revendiquent, voilà, ça pourra aussi faire l'objet. Oui, parce que voilà. La maison natale. Moi, je pense que c'est l'idéal. Voilà, on les garde un peu en souvenir. Comme moi, j'ai perdu mes parents il y a pas longtemps. C'est une manière aussi de se raccrocher encore un peu à certains souvenirs. Mais je pense que ça a tout son sens que de donner ces œuvres. Enfin, c'est pas ces œuvres, mais disons ces pièces. Ces souvenirs personnels. Voilà, ces souvenirs. Voilà, ces souvenirs. Et dans votre famille Corby, il y a aussi votre tante, Marie-Thérèse de Corby,
qui a été ambassadrice de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors c'est vrai que donc la fille de Jean de Corbie, voilà. Saint-Germain du Général. Voilà, Marie-Thérèse de Corbie était l'aînée. Elle a évidemment, elle a toujours gardé le nom de Corbie puisqu'elle ne s'est pas mariée. Elle est restée célibataire, mais elle est restée célibataire parce qu'en fait, elle a eu très rapidement une carrière brillante. C'est-à-dire qu'elle a fait de très bonnes études. Et très rapidement, elle a eu des fonctions à l'étranger, et donc elle a occupé différents postes. Bon, avant de devenir diplomate, il y a eu quand même pas mal d'eau qui a coulé sur le pont, mais elle a toujours eu des fonctions, je dirais, attachées à un ministère des Affaires étrangères, où elle a quand même beaucoup collaboré. Donc elle a été à Londres, elle a été à La Haye, en Hollande. Elle a connu pas mal de pays. Elle a été à Genève, il me semble aussi, oui, pour l'Europe, grosso modo. Je ne crois pas avoir oublié. Et après, très rapidement, donc, elle a été envoyée comme deuxième conseillère ou première conseillère, je ne sais plus, en Chine à l'époque à l'époque de Mao, de la révolution culturelle, ce qui lui a permis de très bien connaître Chou Enlai, avec qui il avait beaucoup d'affection. D'ailleurs, cette petite anecdote, c'est au moment de sa mort, il y a 2 ans, donc c'était en 2020, elle avait 97 ans, ou 98 ans, il y a un membre du gouvernement chinois qui avait toujours gardé des contacts avec elle, qui est venu dans sa maison de retraite à Courbevoie, et qui est venu, il y a eu donc une petite cérémonie en son honneur, avec un membre du gouvernement chinois, enfin, je dirais quelqu'un qui était, je pense, à la retraite, mais qui avait toujours eu de l'affection. Et pour qui le nom de Marie-Thérèse de Corbie a un sens. Oui, elle avait, malgré le régime de Mao, qui était un régime évidemment très, très dictatorial, très dur, elle avait quand même de bonnes relations en tant que première. Alors, elle n'était pas ambassadeur de France en Chine, mais elle avait quand même, en tant que femme, des contacts avec et l'ambassadeur. Ensuite, elle est partie, elle a eu un poste de premier conseiller à New Delhi, donc en Inde, où nous sommes allés la voir à chaque fois, quasiment. Donc mon frère a été en Chine, moi j'ai été en Inde. C'était évidemment sympa de pouvoir aller la voir sur son lieu de travail. Et ensuite, elle a été nommée ambassadeur de France à Kuala Lumpur, où elle a exercé pendant quelques années, ambassadeur de France à Kuala Lumpur, et elle a terminé sa carrière comme ambassadeur de France au Luxembourg. Au Luxembourg. Voilà. Et à l'époque, rappelons quand même qu'il y avait fort peu de femmes dans la carrière. Elle était une des premières femmes ambassadrices de France. Tout à fait. C'est vrai que je pense qu'on peut lui rendre cet hommage, c'est qu'elle a été une des premières, pas la première, mais une des premières femmes à être ambassadeur de France. Alors on dit ambassadeur. Oui, ambassadeur. Parce qu'en principe, l'ambassadrice étant l'épouse de l'ambassadeur. Mais bon, c'est pas grave. Oui, voilà. Et bon, c'est la petite anecdote, c'est que cette personne, c'est ma tante Marie-Thérèse, a été un peu ma deuxième maman. Elle avait un amour pour ses neveux direct, qui était très fort puisqu'elle n'était pas mariée, donc elle reportait l'amour qu'elle n'a pas pu donner à ses propres enfants sur nous, ce qui était évidemment bien sympathique. Et elle a connu le général de Gaulle, évidemment. Ah oui. Je pense que il y a peut-être eu un lien un peu plus privilégié avec ma maman, parce que comme elle était la filleule du général, mais en fait, les 3 sœurs de Corbie, je sais que le général de Gaulle avait de l'affection pour les 3 sœurs. Comme elles étaient assez proches l'une de l'autre, elles se suivaient finalement assez près. Marie-Thérèse était l'aînée, Odile, ma maman, la seconde, et puis il y avait Colette de Genlis, la troisième, un Bosquillon de Genlis. Mais voilà, elles étaient dans un mouchoir de poche, elles avaient 1 an et demi d'écart à peu près. Quoi. Oui. Alors, dans la maison natale du général de Gaulle, d'abord, elle est ouverte à la visite à nouveau. Et donc, c'est une visite, j'imagine, très, très émouvante quand même. Pour moi, c'est une visite très émouvante parce que pour moi, à double titre, oui, émouvante. Alors, c'est vrai que j'allais presque dire, elle est d'abord émouvante de savoir que mes grands-parents ont vécu là et donc leurs enfants, leurs 3 filles, dont ma maman, de savoir que ma maman est née là aussi. Oui, c'est très émouvant à ce titre, évidemment. Comme vous me posiez la question tout à l'heure, si j'avais connu le général, je ne l'ai pas connu personnellement.
Bon, c'est émouvant aussi au titre du fait que le général de Gaulle est aussi né là. Donc oui, alors cette maison, c'est vrai qu'elle, depuis sa rénovation, Oui. mais même avec les rénovations précédentes, attire de plus en plus de monde. Il faut reconnaître que maintenant, voilà, ils en ont fait quelque chose qui est vraiment intéressant. Et j'invite les gens qui ne la connaissent pas encore à prendre le temps de faire le détour par la rue Princesse. Et ceux qui iront rue Princesse, précisément, pourront acquérir Oui. cet ouvrage où beaucoup de choses sont montrées, retracées, où il y a des photos du général de Gaulle en famille, des enfants maillots, la maison, la robe de baptême, je crois. Absolument. Dans laquelle le général de Gaulle a été baptisé le lendemain de sa naissance. Le lendemain. Et puis des photos de sa grand-mère, des lettres, des photos des ancêtres, notamment Marie-Angélique Marc-Cartan, Voilà. dont on parlait tout à l'heure. Des ancêtres allemands aussi, puisqu'il y avait aussi une de la famille, oui, Kolb, oui, je sais plus comment on prononce. Kolb, c'est ça. Enfin, je crois. Et puis voilà, et des photos de la cuisine, enfin, beaucoup de choses tout à fait absolument intéressantes. C'est un livre qui est très vivant, qui est complet. Alors son originalité, c'est qu'il a été bon, d'abord je tiens à saluer ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce livre. Hein, on peut évidemment citer, ils sont cités là, Marie Lefebvre et puis tous ces. Je suis désolé, j'oublie sur leur nom, mais le nom est là. Mais, voilà, les gens le trouveront dans le livre. Mais l'originalité, c'est qu'il est illustré de beaucoup de photos. Oui. Voilà, il se lit dans tous les sens en fait. On peut le prendre à la fin. Voilà, il y a des chapitres, c'est très bien fait, et tout le monde peut y trouver son compte. Et voilà, il y a eu plusieurs contributeurs. Et c'est vrai que celui qui habite loin, qui n'a pas forcément la chance de venir visiter la maison natale, il trouvera à travers ce livre un peu les réponses. Voilà. Enfin, nous serions trop recommandés d'aller à Lille pour absolument, visiter la maison natale. La réalité, pour tous ceux qui connaissent déjà la boisserie, tous ceux qui ont eu la possibilité de venir ici à la Fondation et voir Et finalement, parmi les admirateurs du général de Gaulle, il y a tout le monde n'a pas fait, je dirais, l'ensemble. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que la visite de la boisserie a du sens. Voilà, la maison natale, évidemment, ne peut que s'en réjouir. Bien, Christophe Vacher de Corbie, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et à bientôt. C'était un plaisir, à bientôt. On aura l'occasion de se revoir sûrement. Lille ou ici. À Lille ou ici. Merci beaucoup. Merci.